bonsoir et merci de nous rejoindre dans Vision sur Canal Algérie dans l'entretien politique de la semaine. À quelques encablures des élections législatives du 12 juin prochain, l'émulation dans la sphère politique se fait sentir avec ceux qui ont opté pour la participation, ceux qui jouent la montre et les partis politiques qui ont choisi le boycott avec ou sans le consentement de leur base militante. Et pour cause, ce prochain scrutin s'annonce sans concession pour l'ensemble de la classe politique, la guerre des chiffres et des résultats frauduleux étant définitivement dépassée, selon en tout cas les assurances données par le président de la République, qui l'affirme lui-même. L'enjeu de ces élections réside, selon lui, d'abord dans la transparence du scrutin et non dans le taux de participation. On en parle ce soir avec notre invitée, Madame Fatema Zahra Zerouati. Vous êtes présidente du parti TAJ. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. TAJ, pour le dire dans son entièreté, c'est Tajamwa Amal El Jazair. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Alors, je le disais à l'instant, ces prochaines élections s'annoncent sans concession. En tout cas, selon de nombreux observateurs, le verdict de l'urne risque d'être pour certains partis très dur. Est-ce que vous n'avez pas hésité à participer. Le parti TAJ n'a pas hésité une seconde à participer à ces élections. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce qu'on appelle le vote sanction, Madame Zerouati? Au contraire. Premièrement, c'est un devoir de participer. Deuxièmement, on ne peut pas hésiter du moment que TAJ est en train de faire sa mue. TAJ est en train, bien sûr, d'aider au rassemblement, bien sûr, de ces cadres au niveau de la base. Et puis, il y a aussi la collecte des signatures, qui est un excellent signe pour savoir exactement est-ce que réellement on a une base ou bien non. Oui. Donc, finalement, avec le nouveau code, enfin, le code bien sûr, on est électoral, très confiant. Il faut savoir que ça fait presque depuis septembre que je suis à la tête de ce parti. Oui. Et puis, c'est un défi. C'est un énorme défi. TAJ, sa première participation au gouvernement, c'était en 2017. Et son premier portefeuille, l'unique, c'était le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Représenté par vous-même, d'ailleurs. Par moi-même. Il est là une évaluation de ce secteur, de cette personne, ce qu'elle a donné en tant que présidente de ce parti. Derrière moi, il y a des compétences, il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui veulent réellement d'aller vers un changement, d'aller vers une nouvelle Algérie. Je pense que les choses ne sont pas figées. On ne peut pas parler comme ça qu'on a peur, parce que le parti il est en train de se renouveler réellement. On parlait d'une mue, hein, c'est quand même assez profond comme changement. Assez profond, c'est une mue. Parce qu'à un certain moment, bien sûr, le parti est passé par une crise. Oui. Et tout à fait normal que les choses ont stagné. Et la politique, elle est là pour servir le citoyen. Alors, puisque vous abordez la question de la crise, on va y venir tout de suite. On se souvient carrément d'une saignée, en tout cas c'est ce qui a été décrit dans la presse, une saignée du TAJ, de ses membres fondateurs, qui ont dénoncé à l'époque la marginalisation des instances du parti et d'unilatéralisme. Qu'est-ce que vous entendez par mue aujourd'hui de ce parti TAJ? Qu'est-ce que vous allez changer, Madame Zerouati? TAJ, c'est un parti rassembleur. C'est un parti qui n'a pas une couleur, parce qu'il représente toute la société dans sa diversité, bien sûr, dans sa grande diversité. Maintenant, si un parti n'arrive pas à représenter cette société, qui ne peut pas être ce miroir qui reflète cette société, demain, son travail sera toujours amputé, son travail sera toujours... C'est un travail qui n'est pas complet par rapport à cette population. Oui. Quand on dit une mue, ce que vous venez de dire par rapport à ce qui s'est passé auparavant, c'est ce qui a été dit peut-être parce qu'on n'a pas fait on n'a pas répliqué. Il n'y a pas eu de réplique. Pourquoi? Parce que nous, on a respecté les lois, on a respecté le règlement intérieur. On ne peut pas s'aventurer. Bon, moi-même, personnellement, je ne pouvais pas m'aventurer. La crise, c'était parce qu'il y avait un problème, on n'a pas respecté le règlement intérieur et les instances. Tout à fait. Au sein du parti. Et puis à la demande de la majorité que le parti doit continuer, parce qu'on ne voulait pas l'enterrer, on ne voulait pas qu'il reste otage d'une certaine secte ou certaines personnes. On ne voulait pas qu'il reste aussi en marge de cette société. Maintenant, les défis sont énormes et la responsabilité, elle est là.
il faut l'assumer. Donc finalement, voilà, avec tout le monde, ce n'est pas une personne qui le fait, sinon je serais restée chez moi. Donc finalement, on est là pour assumer cette responsabilité. Est-ce que vous avez ramené la sérénité depuis votre plébiscite à la tête du parti? Énormément. Peut-être un premier, quelques indicateurs qui peuvent nous dire on ne peut pas évaluer comme ça de l'intérieur. On a besoin aussi d'un feedback et d'une évaluation qui nous viennent de l'extérieur. L'Algérie est immense. Vous savez, maintenant, 58 wilayas et non pas uniquement. Quand vous voyez des gens, même de la communauté à l'extérieur, qui demandent d'intégrer le parti, qui n'ont jamais fait de politique et qui veulent vraiment être dans les rangs du parti, quand vous avez de toutes les wilayas des personnes et des cadres et des professeurs à l'université, des médecins qui viennent, même des personnes qui ne demandent même pas d'être candidats, mais qui veulent vraiment travailler parce que là, ils se sentent bien. Je pense que la sérénité, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision, une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle synergie, bien sûr, à l'intérieur. Moi, je veux vraiment révolutionner les pratiques de faire la politique. Oui. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que vraiment, j'ai été militante et je travaillais. Je pense que tout ce parcours nous a permis de voir qu'est-ce qu'il y a à corriger si jamais vous êtes au commandement. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je pense qu'on est là au service des citoyens pour permettre de porter leurs préoccupations à haut niveau et non pas pour servir des personnes pour s'asseoir au niveau du Parlement. Alors vous dites justement que vous ne voulez plus que le parti soit otage de ce que vous venez de qualifier de secte. Quel est l'enjeu pour le TAJ dans ces élections législatives à venir? Est-ce que c'est le résultat qu'il pourrait obtenir, sachant qu'en 2017 il a obtenu un peu moins de 5% des voix, ou est-ce que c'est une sorte de, comment dire, se débarrasser de cette image de parti loyaliste qui a, rappelons-le, fait partie de l'alliance présidentielle à l'époque, qui avait soutenu le 5e mandat. Vous savez, en 2017, moi-même, j'étais candidate aux élections sur la liste d'Alger. On a souffert de beaucoup de pratiques vraiment qui n'honorent pas la classe politique et tout ça. Finalement, ce qu'il a eu, le TEJ, c'est pas ce qu'il méritait. Pourquoi avoir composé avec la fraude électorale à l'époque? Certains partis ont choisi de le faire. TAJ a décidé de faire la même chose, composer avec la fraude, même s'il sait qu'elle existe. Non, on n'a pas composé avec la fraude. Pourquoi? Vous saviez qu'elle existait. Vous dites qu'on n'a pas eu de résultat. Elle existait, mais on est passé par ce qu'il faut faire. On a revendiqué, on a demandé, on a fait des recours. Vous avez dénoncé? Bien sûr, et on a fait des recours et on a dit clair et net que ce n'étaient pas les résultats. Mais vous êtes ici devant un fait accompli. Il y avait tout un courant qui était là. Il y avait tout, je ne sais pas moi, tout un fondement qui était là, qui était en place. Vous savez, vous dites que vous auriez mérité plus. À mon niveau. Quand on est un militant à un niveau, on a une perception des choses. À un autre niveau, on a une autre perception. Ce n'est pas la même chose. Et je pense à un vrai militant, il est là, il est sous ça veut dire sous un parti, bien sûr, et sous les fondements de ce parti. Oui. Il est en train de travailler parce que finalement, notre base n'a pas été affectée. Après ce qui s'est passé, il y a eu une explosion au niveau des bases. TEJ a explosé juste avec le soulèvement et le hirak qu'a connu l'Algérie, bien sûr. Vous avez très peu communiqué sur ça. Hein. C'est peut-être l'une des premières fois que vous en parlez, Madame Zarouati. On a communiqué sur ça. Ce qui s'est passé à l'intérieur. On a mis beaucoup de temps et beaucoup de travail, de proximité. Il y avait beaucoup de dialogue et beaucoup parce qu'il fallait vraiment rétablir certaines confiances, certaines relations, revoir ça parce que le parti, c'est vrai, au niveau central, il y a le président et tout ça, mais au niveau des bases, chacun, il est notable dans sa ville. Chacun, ce qu'il représente dans sa ville. Vous savez, la politique, c'est pas uniquement d'en haut en bas, c'est aussi de bas en haut. Des fois, vous avez des gens qui ont leur poids dans leur wilaya. Oui. Donc finalement, la façon de rétablir tout ça, c'était sur des principes.
Maintenant, comment le parti doit reprendre sur une nouvelle base, bien sûr, une nouvelle base qui peut permettre à tout le monde de revenir, à tout le monde de conjuguer avec toutes les idées pour mieux avancer dans la sérénité et ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc rétablir l'image du parti fait partie donc de vos priorités. Est-ce que le score de ces élections, comment va se placer, étage dans la future chambre basse du Parlement, est-ce que cela vous inquiète? Ou est-ce que vous vous dites que finalement, nous sommes dans un processus de reconstruction et que les choses viendront petit à petit? C'est aussi... il faut quand même... il faut voir les choses parce que nous, on est sur le terrain. Il y a tout un travail qui se fait. Il y a des institutions, il y a des militants, il y a des gens. Et ça draine une foule, ça draine la jeunesse, la femme. Il y a un travail. On ne peut pas comme ça se lancer et dire, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Nous, c'est un engagement. Et on est obligé de faire face. Par rapport au contexte actuel. On se prépare bien comme il faut, bien sûr. On est en train de déposer par rapport à la collecte des signatures à travers toutes les wilayas. Inch'Allah, on va être présent dans les 58 wilayas, plus la communauté à l'étranger. C'est déjà un acquis, c'est déjà un point positif, bien sûr, ça rassure aussi nos bases. Maintenant, comment ça va être? Je pense que les rassurances du chef de l'État, Monsieur le Président, sont quand même rassurantes par rapport à la transparence. Ça, c'est très important. Et avec l'Agence nationale indépendante... L'autorité. L'autorité, ça va permettre peut-être de travailler d'une manière plus dans la confiance, oui. Premièrement. Vous pensez que l'autorité indépendante des élections a ramené la confiance dans le processus électoral Je pense que oui. Elle y contribue en tout cas? Juste avoir tous les moyens pour pouvoir vraiment gérer tout le territoire national. Parce que c'est pas... Elle ne les a pas Oui, encore. Mais c'est un peu difficile. Vous savez, oui. la politique, on parle d'un changement. Un changement, c'est vrai. Nous, on est sur le pas de commencer le changement. Le changement, c'est tout un chemin, c'est un processus. Ce n'est que le début d'un changement que tout le monde doit vraiment y croire et doit vraiment contribuer et être sur la même longueur d'onde pour pouvoir arriver à mettre en place un nouveau paysage politique qui reflète la société et bien sûr qui reflète aussi la représentativité de cette société. Bon, ça c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la qualité de ce nouveau paysage qui doit être formé par de nouvelles têtes, par une nouvelle composante, bien sûr crédible aux yeux des citoyens. Alors justement, certains le décrivent, ce paysage politique, notamment dans la chambre basse du Parlement, le décrivent déjà comme étant composé, en tout cas, en partie, des partis traditionnellement proches du pouvoir et qu'ils pourraient créer la surprise, qu'ils pourraient revenir ayant des bases militantes importantes qui ne sont pas hors course en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez de dire la réponse. Ils ont une base. C'est un parti, il a une base, il est là, il existe. Ça veut dire qu'il n'y a pas une loi qui empêche les gens de se présenter. Ouais. Maintenant, si les partis, bien sûr, reviennent, il faut faire la différence entre une position d'un parti par rapport à un système, par rapport à une décision, à sa relation avec le pouvoir. C'est important, c'est important. Oui, je sais. Faire la distinction mais des fois, les élections au niveau de la base, c'est autre chose. Oui. C'est une relation avec les citoyens. Vous savez, même par rapport aux élections, moi j'ai un autre avis. Il y a des gens qui sont là parce qu'il y a leur société, leur communauté qui les impose. C'est ça, même s'ils soient dans un parti ou qu'ils soient dans un autre, ou qu'ils soient indépendants. Donc ils existent, ils sont là. Oui. Donc finalement, ça n'a pas été touché, sauf c'est la personne qui est présentée au niveau local à la fin et à sa mission, où elle a quelque chose à se reprocher. Là, c'est vrai. Mais je pense que le nouveau paysage, il sera autre.
que ce que vous venez de dire par rapport au parti. Il va y avoir l'émergence de d'autres partis, et ça, ce sera une excellente chose. Nouvellement créé, vous voulez parler nouvellement créé, pourquoi pas, et nouvellement parce que les listes indépendantes. Maintenant, ils peuvent avoir la confiance des citoyens parce qu'on est en plein changement, en pleine mutation, on se cherche. Le citoyen, bon, il y a cette confiance qui a été brisée. C'est vrai, d'autres qui n'ont rien à voir avec peut-être plus ou moins avec une certaine époque, ils peuvent peut-être avoir cet ancrage social. Oui. Mais aussi, peut-être il va y avoir les indépendants. Les indépendants, vous pensez qu'ils pourraient percer plus que d'habitude en tout cas oui, les indépendants avec les listes qu'on voit qui dépassent les listes des partis. Bon, ce n'est pas définitif. Maintenant, il faut récolter les signatures. Ce qui est demandé d'un indépendant est différent d'un autre. Maintenant, les listes des indépendants, au niveau de l'APN, au niveau d'une assemblée, si vous avez beaucoup d'indépendants. Il était indépendant. Il y avait un groupe parlementaire indépendant. Oui, une fois, je lui ai posé la question, comment vous arrivez? Il me dit non. C'est vrai, c'est très difficile de s'entendre sur des questions. C'est très difficile d'arriver à affiner une réflexion, à se positionner, tout ça, parce que chacun il vient d'une wilaya, c'est un indépendant. Donc il était convaincu que c'est vrai, c'est à partir d'un parti, dans un parti politique, qu'on puisse bien sûr construire et qu'on puisse aussi proposer et être une force au Parlement. Alors, certains spécialistes estiment que la couleur de la future chambre basse du Parlement pourrait être verte, avec le nombre important de partis d'obédience islamiste qui ont opté pour la participation, pratiquement tous, et avec en face le boycott des grands partis dits démocrates. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous, le parti TAJ, pourrait faire une alliance, si jamais ce scénario se produisait, faire une alliance avec les islamistes. Quand on fait de la politique, ça fait partie de la politique. Il y a des membres fondateurs qui viennent directement du MSP, on le sait. C'était le cas à la création du TAJ, en tout cas. Donc il y a une espèce de cordon ombilical avec les partis islamistes. Non, avant. C'est un parti qui n'a rien à voir. Vous êtes dans un parti et vous n'êtes plus convaincu par rapport à certains principes. Vous allez vous retirer. Est-ce que vous allez prendre les mêmes principes de ce parti et refonder un autre parti? Mais peut-être pas tous. Peut-être pas tous les mais bien sûr, c'est des êtres humains. Il pourrait y avoir des vases communicants. Parce que les partis doivent être des écoles pour essayer de former, pour essayer, parce que le militant a besoin d'être accompagné, a besoin d'être... on doit lui inculquer ses principes, il doit savoir la ligne de ce parti, comment parler, tout ça. Mais c'est vrai, parce que les partis islamistes, c'est vrai, ils ont une école, et puis il y a cette tendance où les gens, vous savez, depuis les années 90, on ne peut pas échapper, pas uniquement l'Algérie, mais c'est pratiquement tous les pays arabes. Mais vous feriez une alliance même si vous ne vous reconnaissez plus dans les principes des partis islamistes? Non, on ne fait pas une alliance avec un parti islamiste. Oui, pour le moment, il n'y a pas... Si jamais ils obtenaient la majorité et qu'ils entraient en vous savez, pour l'intérêt de l'Algérie, madame, on verra avec ça. Parce qu'il y a l'intérêt de l'Algérie, il y a l'intérêt du citoyen. Si quelque chose qui va vers cet intérêt, on verra, c'est à discuter, à voir. Donc, pour le moment, on ne peut pas. Ce n'est pas des choses qu'on peut peut-être anticiper, c'est vraiment comment elles vont se présenter et dans quelle position on va se retrouver et comment on peut peut-être aller vers une alliance. Pourquoi pas d'autres partis, je ne sais pas. Mais ça fait partie aussi de ce travail politique. Il est tout à fait normal et ça, c'est bien au contraire. Parce que demain, on est là pour défendre les intérêts des citoyens et on a besoin d'aller vers une assemblée qui est forte. Une assemblée, bien sûr, vous avez une loi, vous aimeriez bien que cette loi passe. Oui. Donc, comment avoir cet appui de toute cette assemblée? Une force parlementaire. Mais il ne faut pas que ce soit dans le même paysage ce qui s'est passé avant. Ça veut dire que les gens sont là, c'est juste pour dire oui, ou c'est juste qu'ils sont là pour cautionner un truc. Je pense que nous, on n'est pas dans cette... Vous introduisez un petit peu ma question prochaine. Est-ce que le TAJ aujourd'hui soutient le programme du président de la République? Est-ce que vous soutenez dans le TAJ le programme du président de la République?
Le programme, lui, il a un programme. C'est un programme avec ses engagements qu'il a tenus. Par rapport au programme du président, là où on peut apporter un plus d'aide à un programme, nous, on a un projet de société. Le programme, c'est comment mettre l'homme au bien centre de ce programme et autour de lui. Il faut développer autour de lui, il faut créer toute cette synergie pour qu'il y ait un développement, bien sûr, qu'il y ait un développement, je parle au niveau des territoires, qui est équitable, qui est équilibré. Il y a plein de questions que maintenant le président il est sur un grand chantier, parce qu'on passe par une crise aussi sanitaire, il ne faut pas oublier. On est dans l'urgence de rattraper certaines choses et aussi dans l'urgence d'apporter certaines solutions peut-être qui sont temporaires pour cette période parce que la visibilité n'est pas très claire. Qu'est-ce que vous avez apporté justement comme critique par rapport aux initiatives politiques qui ont été prises par le président de la République depuis son élection? Il y a eu plusieurs initiatives politiques. Bien au contraire, les points positifs, c'est vraiment il a tenu toutes ses promesses. Mais qu'est-ce que vous avez critiqué dans le partitage? Pour le moment, vous avez adhéré à pratiquement toutes les initiatives du président de la République? Non, pas question d'initiative, parce que l'initiative du président et comment elle a été appliquée sur le terrain, c'est deux choses différentes. Donc, c'est-à-dire lui, il a un projet. La preuve, pendant une année, il y a eu beaucoup de changements de ministres, c'est vrai. Donc, c'est des gens qui n'ont pas été par rapport à la vision du président. Donc, automatiquement, là, il y a des défaillances. Je pense que sur le plan exécutif, c'est vrai, c'est très difficile. Je pense peut-être c'est la crise sanitaire, peut-être que le gouvernement est venu dans un climat qui est tendu. Il est venu aussi après une phase très délicate. Une crise politique qui demande maintenant une solution politique. Ouais. Donc le président, il est là. Avec ces concertations que je salue vraiment, il est en train de dialoguer avec tout le monde. Ouais. Il est en train de se... Au moment où certains observateurs avaient misé sur l'exclusion de certains partis, et il a fédéré tout le monde. Ça a été une surprise un petit peu pour les observateurs de la scène politique nationale. Il n'a exclu personne, en fait. Vous savez, quand on est président, on a en face de nous un peuple. Et le président, il reçoit les gens qui représentent ce peuple. Point à la ligne. Franchement. Donc, ce n'est pas une idée que le fait que ce parti, je ne sais pas que c'est... Il était dans un couloir. Maintenant, avec une nouvelle vision, sauf si ce parti, il se dit, voilà, je ne sais pas, j'ai une autre façon de voir les choses, où il refuse et tout ça. Qu'il s'entête dans les pratiques du passé, c'est ce que vous voulez dire. Je ne vois pas. Il y a un intérêt de l'Algérie qui est là. Il y a l'Algérie qui passe par une période très difficile. Il y a des enjeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur et à l'extérieur, franchement, on est obligé de se rassembler autour d'une table et de dialoguer. Donc, ce qu'il a fait, le président, c'est aussi un message à tous les partis politiques qu'on a besoin aussi de dialoguer, mais au plus profond de la société. Ça veut dire qu'il faut descendre à la base, qu'il faut travailler, qu'il faut communiquer au maximum possible pour pouvoir rassembler toutes les composantes de la société autour de quoi? Autour de l'Algérie uniquement, autour de l'Algérie. Parce que demain, si l'Algérie va bien, c'est tout le monde qui ira bien. Si l'Algérie ne va pas bien, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier victoire, moi j'ai gagné, moi j'ai boycotté, moi j'ai fait ça, Non. Vous visez un petit peu les partis qui ont choisi le boycott des élections? Je pense que les partis sont libres de boycotter. Mais compte tenu du contexte actuel, que les bases, peut-être, qui ont choisi de participer, on ne peut pas. C'est un changement. C'est maintenant les gens se retirent. Il y avait le retrait, il y avait la démission de tout le monde et tout le monde s'en fichait pas mal. Voilà le résultat où on est arrivé. Maintenant, tout le monde se pose la question. Moi, je reçois des cadres tous les jours et ils me disent, je me suis dit, mais pourquoi je participe pas? C'est vrai, ça nous interpelle en tant que, pas uniquement en tant que citoyen, premièrement, ça nous interpelle aussi en tant que des personnes qui font partie de cette Algérie, en tant que cadre, en tant que fonctionnaire. Pourquoi pas? Donc, je pense que ces élections vont un petit peu faire bouger les choses, peut-être les locales encore plus.
Vous tablez sur les locales pour plus de conscience politique, en fait? Oui, les locales, c'est des élections qui sont vraiment... En général, ce sont les élections où le taux de participation est le plus élevé. Les locales intéressent directement le citoyen. C'est un travail. Les élections locales ne ressemblent pas aux élections législatives parce que vous avez 407 personnes sur les 58 wilayas plus la communauté. Mais quand vous avez 1541 communes et vous avez... c'est un chiffre énorme. Chaque assemblée, le minimum, il est de 18, 20, 36, il y a jusqu'à 50, 54, je pense. Je pense que c'est le challenge, il est là, le défi, il est là, parce que le développement local, il est basé, c'est au niveau de la localité, évidemment. De la localité, au niveau de la PC, qui a toujours souffert, qui a été toujours handicapé. Et vous voyez la mauvaise gestion et tout ça, où on est arrivé. Donc, vous voyez une préoccupation qui relève des prérogatives d'un PAPC, elle est soulevée même au niveau de la présidence. Donc, on va un petit peu avancer pour parler de votre projet de société, celui dont vous parlez. C'est vrai que votre parti, TAJ, n'est pas très clair sur vous disiez, il n'a pas de couleur, c'est un parti rassembleur de toutes les tendances, de toutes les obédiences politiques. Mais où est-ce qu'il veut aller? Quel est son projet de société? Vous dites que l'homme est au centre des stratégies de développement. De la stratégie de développement. Des expériences, quand on lit la charte du parti TAJ. Mais... qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Pour qu'on puisse y voir clair, au-delà des slogans. Vous venez de dire n'a pas de couleur. C'est comme si vous dites que l'Algérie n'a pas de couleur. C'est une Algérie qui a des fondements, bien sûr, qu'on connaît tous de la République. L'Algérie, TAJ, c'est un parti rassembleur de toute l'Algérie. C'est un miroir. Nous, on a souffert de cette disparité, de cette division. On a une Algérie, si vous avez peut-être voyagé, j'imagine, vous connaissez un petit peu l'Algérie. Moi, j'ai eu la chance de faire tout ce territoire jusqu'à Timiaouine. Donc, quand vous allez là-bas, vous allez voir que l'Algérie vraiment est immense. Oui. Donc, finalement, il faut aussi avoir cet espace qui peut vraiment pouvoir adopter toute cette diversité. Vous voulez absorber toutes les tendances, toutes les couleurs. C'est une diversité, c'est aussi un rapprochement, parce que l'Algérie, c'est une entité qu'on ne peut pas diviser. Donc on travaille sur ça. Donc logiquement, comment rassembler tout le monde autour d'un seul projet qui est l'Algérie. L'Algérie forte, l'Algérie authentique, l'Algérie démocratique, épanouie, vraiment très ouverte, très tolérante, et qui rassemble tous ces enfants. Avec des référents connus. Vous dites vos référents de base, c'est l'arabité, c'est bien cela. L'islam, l'arabité, la mazérité. Tout à fait, bien sûr, la déclaration du 1er novembre. Tout ça, c'est très... Et la Constitution. Ça c'est la charte du parti. Si on devait s'intéresser un peu plus à l'activité et à la force de frappe, j'ai envie de dire, du parti, lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, sur les pages du parti TAJ, on ne vous voit pas, Madame Zalouati, vous exprimer sur ce qui concerne les Algériens de près, sur leur quotidien, sur les crises quotidiennes. On en a connu des mini-crises, on en a connu des tas depuis quelques mois, avec la pandémie, l'impact de la pandémie sur l'économie, la crise de liquidité, la baisse du pouvoir d'achat, la raréfaction des produits alimentaires. Pourquoi vous ne faites pas de déclarations sur ce type et vous n'apportez pas des solutions, des propositions pour l'exécutif? Bon, je ne m'y attendais pas. C'est vrai, moi, ça fait quelques mois. C'est aussi cela, un parti politique. Oui, c'est vrai, ça fait quelques mois. Et puis, ça fait pratiquement un peu de temps qu'on a finalisé tout le dossier du parti. Bien sûr, maintenant, c'est mettre toute une stratégie de communication. On ne voulait pas se lancer dans une manière de dire c'est vrai. Parce que les gens, ils sont là, même si on l'a fait par rapport à des occasions, on s'est adressé à nos concitoyens et tout ça à travers des activités qu'on est en train de faire, même à travers des interviews à l'extérieur, ici, à la radio, un peu partout. On parle. Par rapport
à la page, il y a toute une stratégie de communication qu'on est en train de préparer. Et moi, je préfère vraiment aller directement vers le terrain. On n'aime pas, comme ça, dénoncer, parler, bon, la liquidité... Mais ce sont des choses qui touchent l'Algérien de près. Oui, c'est vrai, mais on ne veut pas être... Bon, vous avez toute la toile qui est là, il y a des gens qui attirent beaucoup de personnes, des milliers, même voire des centaines de milliers par rapport à des déclarations comme ça. Mais nous, on ne veut pas aller vers comme ça, se montrer uniquement pour se montrer, pour dire qu'on est là. Mais on est en train de proposer, de travailler sur des solutions, vraiment des solutions durables et des solutions avec des experts, avec tous les cadres du parti, même à travers toute l'Algérie. On profite de beaucoup de compétences au niveau des universités et un peu partout dans les wilayas. Et avec cette pandémie, qui ne sont pas obligés de venir, même via Zoom et tout ça, on essaye de discuter pour arriver à finir certaines solutions. Mais est-ce que vous ne gagneriez pas à vous faire connaître, à faire connaître le parti? C'est pas grave, vous me laissez finir uniquement. L'Algérien, maintenant, il a besoin de solutions. Il n'a pas besoin de dénoncer. Je sais, la liquidité, elle est liée à un dysfonctionnement. Elle est liée aussi à un citoyen qui n'utilise pas encore sa carte comme il se doit, la carte magnétique. Et vous pourriez proposer des solutions à des magasins, tous les commerces et tout ça, que vous ne pouvez pas, bien sûr, payer avec cette carte parce qu'il faut généraliser. On ne peut pas rester avec une liquidité éternellement. Oui. Il faut aussi dépasser ce cap et aller vers cette modernisation qui est en train de prendre du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, il faut encourager que ça soit le plus tôt possible parce que finalement, cette crise, bon, on la voit quand il y a les retraités au moment de payer les pensions, c'est vrai. Maintenant, pourquoi pas diversifier les banques au lieu que ça soit tous à la même banque? Peut-être c'est à réfléchir. Je pense que ça doit se faire avec la population, tirer ses idées pour pouvoir mettre des solutions Mais justement, c'est ce qui vous est demandé, Madame Zerouati, c'est de proposer des solutions en tant que chef de parti. On est en train de le faire et de le préparer. On ne vous a pas, par exemple, entendu sur le projet d'amendement du Code de la nationalité, la nationalité algérienne qui a fait couler beaucoup d'encre, on le sait. Beaucoup de personnalités nationales s'étaient exprimées là-dessus. Le président de la République a tranché la question. Il a retiré ce projet de loi puisqu'il le dit pour des raisons, en fait, pour une interprétation erronée, c'est ce qu'il dit, le président Tebboune, une interprétation erronée de ce projet. Oui. On aurait aimé vous entendre, vous, en tant que chef de parti, votre avis sur par exemple, ces projets de loi qui vont concerner l'ensemble des Algériens. Mais le projet de loi, moi j'ai donné mon avis. Ça m'a été posé la question. J'ai dit le jour où il va y avoir la loi, ce n'est qu'un projet de loi. Moi j'étais ministre et je sais que ça veut dire un projet de loi. Oui. Un projet de loi, il ne passera pas, il passe par la PM. Oui. Ça veut dire demain, c'est par l'Assemblée. Vous pouvez donner un avis. Hein. Oui, j'ai compris. Oui. Mais je donne un avis, je n'ai pas lu le projet, je ne l'avais pas. Ça veut dire donner un avis sur quelque chose, mais il faut aller vers un travail. Il faut cesser de bouleverser les gens et parler, faire des choses sans qu'elle arrive à faire tout le processus et l'aboutissement à un résultat qui est réel, qui est tiré d'une assemblée qui est légitime, qui est légale, qui est là, qui va trancher, il y a des partis, il y a tout. Donc même quelqu'un, s'il donne un avis, demain, il est à l'Assemblée, il est représentant de ce peuple, il va y avoir la discussion, il va y avoir le débat, et il va y avoir aussi le verdict qui va être, est-ce qu'on va adopter cette loi, on va l'amender, on va la temporiser, ou on va peut-être la mettre... Donc vous voulez parler dans un cadre institutionnel, tout à fait, et de manière officielle, et non pas faire des déclarations... Mais j'ai donné un avis via la presse. J'ai donné un avis via la presse parce que la question, elle m'a été posée. Alors, vous militez pour une meilleure insertion des femmes et des jeunes dans la politique, notamment dans le parti TAJ. Est-ce que vous parlez là encore des sujets brûlants qui touchent ces deux franges de la société, avec, par exemple, pour les jeunes, ce phénomène de la harga, comme on dit, la migration clandestine qui évolue, qui a repris. Il y a une recrudescence de ce phénomène avec les bilans assez récurrents du MDN, du ministère de la Défense nationale, avec en tout cas ce qui est capté par le MDN. Vrai. Il y a ce phénomène.
On aimerait aussi vous entendre sur des sujets comme cela. Il y a aussi la violence qui est faite aux femmes, les féminicides, ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. On est en train de se restructurer pour le moment. Et pour la femme, bien sûr, maintenant, il y a la femme, le parti, je suis présidente, je suis femme, ça ne veut pas dire que je suis femme, mais j'ai ouvert les portes à toutes les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, la femme, elle est en face à un défi, un grand défi. Elle a toujours été la grande absente dans la machine ou dans le processus politique. Oui. Donc, elle a toujours été cette femme que, malgré les efforts et malgré ce quota et malgré... Donc, on a embelli un petit peu, on a embelli la forme, mais le contenu n'était pas là. Donc, finalement, il fallait revoir la participation de cette femme. Je pense qu'aujourd'hui... Qui obtient la parité aujourd'hui. C'est à la femme de discuter. C'est vrai, c'est la femme, elle doit s'impliquer. Elle doit vraiment, comment dirais-je, reprendre sa place. Vraiment. On a 65% de femmes sortant de l'université. On les trouve quasiment 0,5% peut-être militantes ou qui s'intéressent à la politique. Pour quelle raison, selon vous? Est-ce qu'elle est empêchée, la femme, dans notre pays? Non, elle n'est pas. Elle est empêchée d'aller vers la politique? Peut-être, moi je peux résumer ça en 2 facteurs. C'est un facteur personnel aussi. Vous, je vous dis, pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes une personne qui a vraiment... elle peut mieux représenter la femme. Vous avez une contrainte peut-être familiale. C'est vrai, les femmes ont toujours cette lourde tâche une tâche familiale et tout ça, des enfants, peut-être. C'est un côté sociologique. Il y a aussi du côté des partis. Parce que les partis, en général, la femme doit partir d'elle-même. Maintenant, il faut faire le contraire. C'est développer des mécanismes pour pouvoir attirer des femmes vers lesquels? C'est les femmes, c'est aller vers ces femmes, c'est créer des débats et tout ça, où les femmes sont invitées, où les femmes, on ne peut pas ramener des femmes comme ça pour les mettre dans des listes et pour leur dire vous allez être peut-être des représentantes au niveau des assemblées et tout ça. C'est comme ça qu'on a vidé. On a vidé la politique de sa fonction, de sa mission, de ses objectifs. Donc on l'a rendu, les élections c'est un objectif, les élections c'est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. Donc finalement pendant des décennies c'est resté un simple objectif, se mettre au niveau de l'Assemblée qui sont restés pendant plusieurs mandats quasiment vides des sièges. Mais est-ce qu'on ne revient pas à des questions de base comme le statut de la femme dans la société aujourd'hui? C'est le statut au niveau des bases, oui. Maintenant vous avez au niveau de la loi par rapport à la parité, oui. Il y a même, c'est possible pour cette exception, le moment, ça veut dire cette loi. Le contexte. C'est le contexte. Oui. L'exception, c'est de demander une dérogation. Si vous n'avez pas des femmes, vous ne pouvez pas arriver à la parité. Oui. Je pense que c'est aussi un problème sociologique. Nous, on est encore une société conservatrice, une société où la femme elle-même fait l'autocensure, son autocensure. La femme elle-même, elle n'ose pas faire le pas. Elle est médecin, elle est au cadre, elle est là. Mais dès qu'elle sort, c'est une femme qui veille sur sa famille, elle est là. Elle ne développe pas ce réflexe de dire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux apporter pour cette société. Vous savez, quand on travaille, on a le souci de notre famille. Quand on fait de la politique, on a le souci de toute une nation, de tous les citoyens. Donc finalement, la responsabilité, elle est autre, vraiment. Donc finalement, nous, on est en train de travailler au niveau local. On a même des femmes qui sont responsables de bureaux de wilaya, même des jeunes. Est-ce qu'il y a une adhésion plus importante pour ces élections? Incroyable. Incroyable au niveau des jeunes. Je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça, mais je vous dis qu'on a presque de 60% qui n'ont jamais fait de politique. Donc on a la lourde responsabilité de passer à une formation. Oui. Après, ça veut dire être dans la continuité, parce que la politique, c'est ça. Et pour les jeunes, Madame Zerouati, avant de passer pour les jeunes, la même chose. On avait fait économique. Mais là encore, je vous repose cette question. Comment voulez-vous faire adhérer les jeunes si vous ne parlez pas, là encore, de ce qui les touche directement? Le phénomène de la halia est
est très inquiétant aujourd'hui. Oui, qui est très inquiétant, mais qui a plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Oui. Il n'est pas lié aux jeunes, il est lié à la famille, il est lié à l'environnement, au contexte, il est lié à un cumul social, il est lié à beaucoup de choses. Vous savez, vous avez même des gens qui ont un travail et qui sont bien et qui ont opté pour le harka. C'est malheureux. Donc, il y a la malvie. Même si vous avez un travail, même si donc, vous vivez mal. Donc, c'est tout l'environnement là qu'il faut vraiment se pencher et voir comment améliorer ça. Moi, j'ai été en discussion pendant des semaines, chaque semaine via Zoom avec des jeunes, très jeunes, des étudiants et des jeunes de toutes catégories, de toutes les wilayas. Et j'étais à l'écoute. Donc, j'écoutais, je parlais, puis j'écoutais. Moi, je ne veux pas faire le tuteur, je peux pas faire la personne qui est là, qui va les guider. Bien au contraire. C'est dans le but de comprendre leurs idées pour pouvoir les aider, bien sûr, à intégrer et les aider aussi à aider d'autres jeunes, bien sûr, à travers eux. Parce que le jeune, il a besoin d'un jeune qui lui parle. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui ressemble à sa maman ou à son père, parce qu'on est toujours dans cette mentalité que vous venez, on est là, on va veiller sur vous. Une forme de paternalisme. On a cette mentalité, il faut cesser. Vous pouvez avoir un jeune qui a 25 ans, mais vraiment, il a la posture de quelqu'un qui peut être leadership. Il ne faut pas maintenant essayer de sous-estimer ses compétences, cette force. Parce que la force, quand on ne l'utilise pas dans le bon sens, elle peut peut-être être une force destructive. On va passer au volet économique pour terminer. Quelles sont vos propositions dans ce secteur qui a, on le sait, qui a été fortement fragilisé par les effets de la pandémie? Est-ce que vous avez un certain nombre comme ça d'axes, on va dire les principaux axes, pour une relance économique effective? C'est vrai, quand vous parlez de l'économie, c'est la base de tout. Moi, je vous dis, par rapport à nous, l'économie, elle doit se reposer sur 3 piliers qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Le deuxième, c'est la sécurité de l'eau. Et le troisième, c'est la sécurité énergétique. Quand on parle de la sécurité alimentaire par rapport à l'économie, c'est comment faire émerger cette industrie de transformation. Moi, j'étais très contente de voir qu'ils vont avoir des facilités jusqu'à 90% par rapport à ça. Pourquoi? Pendant cette année, plutôt l'année qui était en cours, l'agriculture, elle a fait 25 milliards de dollars de rentrée, bien sûr, par rapport aux hydrocarbures qui étaient de 23, c'était clair par rapport à la pandémie et tout ça. Mais comment rendre cette agriculture vraiment un maillon fort? Le potentiel est là. Donc, il faut travailler sur le potentiel humain, avec le potentiel aussi naturel et la synergie entre eux. Ce qui ne va pas par rapport à l'agriculture, pas les grandes surfaces et tout ça, et les grands investissements, ça, ils sont visibles. C'est pour les petits agriculteurs. Ça, il faut faire très attention parce qu'ils représentent une stabilité au niveau de leurs espaces. C'est déjà pris en cours dans la stratégie nationale. Oui, c'est pris, mais il y a aussi le problème de l'eau. Le problème de l'eau, c'est on est dans un pays qui est désertique. Et on va avoir ce problème qui va encore s'étaler, s'aggraver d'une année à une autre. Comment anticiper et avoir des solutions vraiment qui peuvent nous mettre à l'abri d'une crise demain par rapport à l'eau? Et vous savez, c'est une source de vie. Et quelles sont vos solutions par rapport à ça? C'est dans la réutilisation des eaux épurées, surtout pour l'agriculture. Vous savez, on a plus de 175 stations d'épuration qui génèrent 1 milliard de mètres cubes. On peut irriguer jusqu'à 600 000 hectares par an. Et ça, c'est très important. C'est vrai, il y a des facilités pour l'accès à cette eau, mais il y a cette réticence. Il y a aussi un investissement qui doit s'installer parce qu'il faut qu'il y ait un raccordement. Il y a aussi les boues qu'il faut utiliser comme fertilisant pour aller vers une économie verte, vers, bien sûr, nous, on a une vision aussi écologique. C'est pas par hasard, Madame Zarouati. Vous avez été ministre. Moi, je suis une militante, vous savez. De l'environnement.
l'écologie, c'est un concept, vous savez... C'est le développement durable. C'est vrai, c'est le développement durable. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, même si vous étiez styliste. Vous devriez penser à cette durabilité. Ça, c'est très important. Donc, par rapport à la transition énergétique, c'est vrai, ça demande d'énormes investissements. C'est très coûteux et tout ça. Mais comment commencer avec ce qui existe maintenant et comment essayer de désenclaver par rapport tout ce qui est construction, je parle chez les fellahs et tout ça. Alors, pour la transition énergétique, si on devait prendre ce volet, puisqu'on a du mal encore à la concrétiser, cette transition énergétique, qu'est-ce que vous proposez? Certains, et pour avoir vraiment planché un petit peu sur ce dossier, certains optent pour les grands projets, d'autres disent qu'il faut commencer petit à petit. Quel est votre avis? Vous savez, les grands projets, on a toujours été sceptiques, parce qu'on a vu les grands projets, des fois, c'est des projets, on ne sait pas, il faut avoir une vision claire. Est-ce que vous êtes d'accord avec le programme actuel du ministère de la... Il est très ambitieux. Il est très ambitieux, mais c'est pas... ça veut dire aujourd'hui qu'on peut faire ça. Parce que la stratégie par rapport aux énergies renouvelables, on a besoin de travailler sur plusieurs angles. Pas uniquement par rapport à la production du photovoltaïque. Il faut parler aussi de l'énergie éolienne, l'énergie de biomasse. Il faut aussi définir le prix au kilowattheure. Ça veut dire qu'il y a un travail où on doit considérer le privé et le public comme une entreprise algérienne pour pouvoir faire cette solidarité, bien sûr, et travailler dans le même sens. Il y a aussi, par rapport à l'économie, il faut aussi avoir sa part des investissements étrangers en Algérie qui sont très, très faibles par rapport à tous les pays. Alors, comment comptez-vous dans le partage accélérer ou en tout cas faire fleurir On a eu des expériences qui sont vouées à l'échec. On n'a pas besoin d'un investissement étranger là où je crée un emploi pour un jeune. Demain, il va fonder une famille, un foyer et tout ça. Dans quelques années, moi, j'ai toute la famille qui est au chômage. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un emploi durable. On a besoin d'un investissement évolutif, bien sûr, et qui est durable. On a besoin qu'il y ait un vrai investissement d'une pièce noble. On fait de la construction, vous faites tel ou tel produit. Je prends une seule pièce de ce produit qui est distribuée à l'échelle de plusieurs pays, que l'Algérie doit avoir cette part. Comme ça, c'est gagnant-gagnant, bien sûr. Il a une durabilité, il y a une confiance. On est un marché qui est ouvert sur l'Afrique, donc quelque chose qui est exportable, parce qu'avant, il y avait le montage des voitures, mais quand on a vu les cahiers de charges et tout ça, pas par rapport à ça, mais les cahiers de charges, ils n'étaient pas exportables. Vous n'avez pas le droit de l'exporter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va noyer notre marché. Donc, ce n'est pas ça. Une vision économique doit être une vision qui peut créer de la richesse, mais une richesse qui n'est pas éphémère, qui est durable et qui peut aussi préserver le droit des générations futures, parce que maintenant, on se lance dans des mines, dans l'investissement dans les mines, dans pas mal de choses, et en même temps qui met l'homme, je dis bien l'homme, au centre de ce développement. Par rapport aussi à la formation, à chaque fois, dans certaines wilayas, il y a toujours ce mécontentement, ces revendications des jeunes qui réclament des petits... On le voit dans le sud du pays notamment, où le chômage est assez, il faut avoir le courage, est assez important. Justement, qu'est-ce que vous proposez pour réduire la... Vous savez, n'importe quelle entreprise, quand les elle chiffres est là... du chômage. Oui, c'est vrai. N'importe quelle entreprise, on peut ne pas calquer, on peut ne pas importer des modèles, mais on peut créer un modèle spécial et qui est adapté à l'Algérie, et même des modèles qui peuvent être adaptés à des régions, parce que chaque région a son potentiel, a ses problèmes, donc il faut faire avec. Par rapport aux jeunes, je pense la formation, il faut accompagner les jeunes avec une formation. Le jeune, il est pris en charge dans le programme d'un investissement. Quand on lance un investissement, il prend la plupart du temps 1 année, 2 ans, 3 ans avant le montage final. Donc investir dans l'investissement, dans la formation. Investir dans la formation de la ressource humaine
qui est une source durable. Alors rapidement, puisqu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, même si c'est des questions importantes, on voit aujourd'hui, je le disais avec la pandémie, de nombreuses entreprises impactées très sérieusement, même fragilisées. Oui. La Banque d'Algérie vient de reconduire, et pour la 3e fois d'ailleurs, le report de paiement des tranches de crédit arrivant à échéance d'ailleurs, et procéder à un rééchelonnement des créances. Alors on a vu cette semaine par exemple, je vous donne un exemple comme ça qui est important dans notre pays puisqu'il représente le mastodonte du transport maritime national chez nous, à l'exemple donc d'Algérie Ferries de transport maritime qui fait face à une crise aiguë, voire de cessation de paiement. Je voudrais votre avis sur les entreprises et comment les aider aujourd'hui à retrouver de l'énergie. Et puis, une question sur l'éducation nationale. Oui. L'éducation nationale sur la réforme de tout le secteur qui ne s'est jamais concrétisée. Très rapidement, Madame Zerwati. Oui, par rapport aux entreprises, c'était quelque chose d'attendu. On savait qu'on allait faire face à une crise vraiment réelle par rapport au transport, tous les transports confondus, y compris aériens et aussi maritimes. Mais c'est des milliers de familles qui se retrouvent impactées par ce... Bien sûr, ils sont très impactés. Je pense que c'est une crise, même d'autres pays sont dans des crises même plus graves. L'Algérie, elle arrive avec... c'est un moyen peut-être de dire comment il faut revoir d'une manière catégorique cette stratégie par rapport au transport maritime, parce que vous savez, nous, on a des navires, mais qui n'ont jamais servi pour ramener et importer le fret. Bien sûr, le fret. Donc, finalement... Donc vous voulez vous baser sur le fret, par exemple? Bien sûr, serait plus rentable. On est obligé de développer ça. On est obligé de développer ça. On peut le faire. Il y a une Méditerranée. Il y a une part de marché qu'il faut aller chercher, qu'il faut défendre aussi. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à sortir petit à petit de la crise. Par rapport à l'éducation, je vous dis que maintenant, on est en face d'une crise d'éducation. Donc, il faut que l'école réapproprie l'éducation, le rôle de l'éducation qu'on a carrément mis de côté. Il y a aussi l'échec scolaire. Maintenant, c'est la déperdition. Je pense que c'est un indicateur qui est quand même inquiétant par rapport, parce que c'est une ressource humaine demain. Vous pourriez revoir un peu tous les fondements du secteur. Avec tous les partenaires. Et je pense qu'il ne faut pas prendre l'école comme otage par n'importe qui. Oui. Madame Fatima Zahra Zerwati, je rappelle que vous êtes présidente du parti TAJ, Tajammu Amal Jazair. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. On se retrouve dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Bonsoir.